Aucun nouveau cas de contamination à la COVID-19 n'a été enregistré en cette fin du mois de mai sur 415 échantillons testés annoncés par le ministère de la Santé. Pour en savoir plus sur l'évolution, nous avons rapproché le professeur Akouri Aga Iknan, directeur général de l'Institut national de santé publique INRSP. Formation du nouveau gouvernement de la transition, certaines partis politiques s'opposent au choix du comité stratégique du M5-RFP. Les détails avec Alassane Damile, président de 14 formations politiques dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, nous ouvrons ce journal par la page santé. Après les pics de la troisième vague, tous les indicateurs sont à la baisse depuis fin mai. Le Mali n'a enregistré aucun cas de contamination ni de décès en cette journée du 31 mai 2021. Nous comptons à présent 14 267 cas, dont 18 hospitalisés et 9 733 patients guéris et 517 décès. Selon le professeur Akouri Aga Iknan, le Mali n'est pas à l'abri d'une quatrième vague de contamination présente dans plusieurs pays. Néanmoins, il ajoute que si nous respectons les mesures barrières, nous serons épargnés de cette quatrième vague qui arrive. Propos recueillis Mariam Keita. Bon, pour moi, c'est l'évolution normale de toute courbe épidémique. Il y a une phase d'ascension. Lors de la troisième phase, nous avons eu pratiquement 5 à 6 semaines d'évolution progressive du nombre de cas, avec un pic à 415 cas. Et puis il y a une défervescence de la courbe. Nous sommes dans cette défervescence de la courbe qui peut être due non seulement au fait que la vaccination a commencé, même si le nombre de personnes vaccinées n'est pas suffisamment important pour réduire la transmission. Ça c'est vrai, parce que pour que cela se fasse, il faudrait au moins vacciner près de 80 à 85% de la population, ce qui est loin d'être le cas. Mais par contre aussi, il faut dire que c'est l'évolution plus ou moins normale, mais attention, on n'est pas à l'abri d'un rebond. Parce que moi, ma préoccupation, c'est que chaque fois que les populations voient que nous avons une baisse du nombre de cas, et quelquefois même comme hier où on n'avait aucun cas, il y a un relâchement global des mesures de prévention. Moi, je pense qu'il faudrait dire aux populations de maintenir ces mesures de prévention parce qu'on n'est pas encore sorti de l'épidémie. C'est maintenir les mesures de prévention de façon assez stricte, aussi bien au niveau des écoles, au niveau des lieux publics, parce que normalement aujourd'hui dans les lieux publics, tous les lieux publics doivent disposer de dispositifs de lavage des mains. Pour avoir accès à ces lieux publics, il faudrait d'abord passer par ce lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique, et puis, mais aussi au niveau des écoles, au niveau de tous les services publics, y compris le grand marché. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que les gens respectent aussi ces mesures de distanciation physique qui permettent effectivement de s'éloigner de son interlocuteur pour ne pas lui projeter des postillons qui peuvent être porteurs du virus. Donc ça veut dire que ces mesures de prévention doivent être maintenues et voire même renforcées à travers la communication. Deuxième élément, c'est la vaccination. Il faudrait bien que, effectivement, nous voyons que le premier stock de vaccins que nous avons eu dans le cadre de l'expérience COVAX, 396 000 doses, mais nous n'avons utilisé que pratiquement que 40%. On vient de faire juste une évaluation à mi-parcours qui montre qu'il n'y a eu que 40% d'utilisation de ces vaccins. Or, ce vaccin va périmer le 10 juillet, donc il faudrait effectivement redoubler d'efforts pour augmenter cette campagne, pour vacciner le maximum de gens. Ça ne couvre pas beaucoup, mais c'est déjà un plus. Notamment les personnels de santé, et les personnes avec comorbidité, les personnes âgées, mais il faut l'étendre dans toutes les autres régions. Parce qu'il y a des régions encore qui n'ont pas, comme Tombouctou, qui était quand même un centre assez important de la maladie. Et toutes les autres régions, par exemple, il faut étendre cette vaccination à ces zones. Et je pense aussi qu'il est important, pour ne pas perdre vraiment ces vaccins, de l'étendre aussi aux écoles, bien sûr les universités, parce qu'on ne peut pas être vacciné en dessous de 18 ans,
Donc les écoles, surtout les écoles de santé, les facultés de médecine, les écoles d'infirmiers et d'infirmières, je pense qu'ils sont souvent en contact avec les patients. Il faut les vacciner pour ne pas perdre le vaccin. Et puis bien sûr aussi pour moi, les forces armées de sécurité aussi doivent être prises en compte dans cette vaccination. Bon, l'État, nous sommes là, même s'il n'y a pas un gouvernement, nous sommes les services techniques, nous continuons à faire notre travail régalien de tous les jours. Nous informons, nous sensibilisons et nous faisons le travail qui nous incombe tous les jours. Mais je pense qu'on doit redoubler d'efforts, surtout le volet communication qui est extrêmement important, surtout en cette période de baisse de la courbe épidémique. Les gens vont effectivement se dire qu'ils sont vers la fin de l'épidémie et ils vont abandonner les mesures de prévention. Je pense que c'est le moment, au contraire, de dire aux uns et aux autres de redoubler d'efforts, de poursuivre vraiment les mesures qui ont été édictées et de se faire vacciner, surtout pour les personnes âgées et les personnes avec d'autres pathologies associées. À la date d'aujourd'hui, le 31, nous sommes le 31 mai, nous sommes à 14 267 cas pour 517 décès, c'est un taux de 3,6%, et nous avons pratiquement 369 malades, dont 18 sont pris en charge dans les structures de prise en charge, avec 4 cas graves qui sont en réanimation, et le reste, c'est des hospitalisations à domicile. Et nous avons, en termes de suivi des contacts, 415 personnes qui sont suivies comme personnes contacts, c'est-à-dire qu'on doit prélever pour voir, c'est des gens qui présentent, qui ont été en contact avec des gens positifs, donc on doit prélever pour voir est-ce qu'ils le sont, ils sont porteurs ou pas du virus. Donc ça veut dire que l'information doit se poursuivre, la surveillance épidémiologique doit se poursuivre pour traquer tout cas suspect afin de pouvoir les prélever et voir s'il est malade, et s'il est malade, il faut assurer sa prise en charge et essayer de protéger son entourage pour ne pas disséminer le germe. Lorsqu'on aura un ministre de la Santé, avec bien sûr le gouvernement, ils vont prendre les décisions idoines qui s'imposent dans ce domaine-là. J'ai cru comprendre que le pays aussi a demandé, doit acheter d'autres vaccins qui ne sont pas AstraZeneca. Mais pour l'instant, même la deuxième dose du vaccin AstraZeneca n'est pas encore arrivée, alors qu'elle devait arriver fin avril. On est déjà en fin mai. Bon, on ne sait pas quel est ce vaccin, mais nous attendons de voir quel type de vaccin, parce que la demande au niveau mondial, elle est extrêmement importante. Et donc, certainement, il faut certainement attendre. Et on a vu aussi l'Inde, aujourd'hui, est tellement, où il y a une production de vaccins. La demande est tellement forte qu'on n'arrive pas à satisfaire toute la demande, comme par rapport à tous les autres pays qui produisent le vaccin. Appeler nos concitoyens à plus de vigilance, à plus de responsabilité par rapport au respect des mesures de prévention, ce qui va les permettre de se protéger eux-mêmes, protéger leur famille, leur entourage et protéger bien sûr les populations maliennes. Et c'est le renforcement des mesures au niveau de nos portes d'entrée, qu'elles soient aériennes et qu'elles soient terrestres. Ça, c'est des éléments extrêmement importants. Et j'ai dit, et surtout par rapport aux communicateurs que vous êtes, de redoubler d'efforts pour encore mieux informer, mieux sensibiliser nos populations, pour qu'ils ne croient pas que nous sommes en train d'évoluer vers la fin de l'épidémie. Nous ne sommes pas encore là. Nous voyons qu'il y a pratiquement une 4e vague dans les autres pays. On n'est pas à l'abri d'une autre vague. Donc nous devons rester vigilants. Et c'est avec les efforts des uns et des autres que nous pouvons conjurer cette épidémie. Parlons politique à présent. Après le coup de force des militaires, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promis la primature au M5 RFP. Ainsi, après la consultation de leur base, le comité stratégique a décidé à l'unanimité de choisir Choguel Kokala Maïga, président du mouvement, comme le nouveau Premier ministre. Un avis non partagé par certaines formations politiques. Selon Alassane Damélé, président de l'ANCD, le M5 RFP est une vision et non une personne. Je pense que dans la salle à Foulé, il y a eu des réactions instantanées. Il y a eu des gens, j'étais là en première ligne. Et je pense que beaucoup de jeunes se sont exprimés. Nous sommes dans un état de droit. Ils sont tout à fait libres et démocratiques de réagir par rapport à ça. Mais quant à ma formation proprement dite, le parti ANCD Mali, et mon regroupement composé de 14 formations politiques. Il y a de ces formations-là qui ont plus de 30 ans, 35 ans d'existence. Aujourd'hui, personne n'a le droit d'un groupement qui a été voté démocratiquement. Alors, j'ai été élu
secrétaire à la communication au niveau de la branche politique composée de 57 formations politiques, dont le président est Modibo Kone, qui était à la Banque africaine. Et Modibo Kone est le seul représentant de ces 57 partis politiques au sein de la commission stratégique dirigée par Choguel Maïga. Donc nous, on se reconnaît à part entière avec Choguel. Si toutefois les autorités parviennent à faire, on ne peut pas imposer aux autorités de le choisir. Le choix peut être contraire, mais moi je me reconnais, à travers son choix. Maintenant, un choix, il a changé un homme, ou il a changé des hommes. Ibeka était là avec un premier ministre, il n'était pas seul. Ces premiers ministres-là sont partis par une instruction populaire. Alors d'autres sont venus par le biais d'un coup d'État, même si les militaires ne veulent pas les mots. Alors celui qui est venu, c'est Mokhtar Ouane, c'est d'autre part Bandaou. Alors aujourd'hui, on se retrouve qu'ils ont été virés également au profit d'un redressement. Alors ces redressements-là, sûrement, il y aura forcément, déjà on connaît le nom du premier responsable de la transition, qui est Assimi Goïta. Le M5 qui est resté fidèle à l'idéal ont eu à choisir quelqu'un. Ceux qui sont de loin ou de près devraient se reconnaître à travers ce choix. Maintenant, si ce choix est fait, faut-il agir, mais comment agir? Il ne s'agit pas pour lui de faire tout ce qu'il plaise. Il ne s'agit pas qu'il croit aussi que le monde s'arrête à lui ou le M5 s'arrête à son cercle vicieux qui l'entoure. Non, le M5 c'est un concept, c'est une vision qui a été entraînée depuis longtemps. Il y a des femmes et des hommes qui se sont battus pour la cause. Il faut que ces femmes, ces hommes-là se reconnaissent dans ces mouvements-là. Il ne s'agit pas de faire un partage de gâteaux, loin s'en faut, mais nous n'avons pas développé aussi un système. Et que le système se développe et nous, on continue à rester sous-développé. Non, on décriera comme il a décrié les pouvoirs. Nous allons le faire sans complaisance. Alors, lorsque le système se développe et que nous, on ne se reconnaît pas dans ces systèmes, nous, on ne veut pas rester aussi sous-développé quand le système se développe. On veut aussi développer avec le système. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.